Je me propose de présenter Marxisme et féminisme au Japon aujourd'hui grâce à ce séminaire, à l'invitation de Jean Salem, que je voudrais vivement remercier et à qui je souhaite bien sûr un très prompt rétablissement. Et j'espère aussi qu'il y aura d'autres occasions d'échange sur des sujets qui nous intéressent, nous préoccupent encore. Donc pour me situer un petit peu, j'indiquerai que ma spécialité est l'histoire du Japon moderne et contemporain, donc pas seulement le genre. Et dans un premier temps, j'ai travaillé surtout sur les premiers mouvements anti-impérialistes, l'introduction du socialisme et du pacifisme au Japon, surtout durant la guerre russo-japonaise de 1903. Donc ça a été pour moi l'occasion surtout de distinguer une première phase d'introduction du socialisme et du marxisme au Japon avant la Première Guerre mondiale, alors qu'en général, dans l'historiographie, on présente très souvent l'introduction du marxisme comme étant le fait de l'impact de la révolution bolchevique en 1917 et dans le mouvement après la Première Guerre mondiale. Voilà, donc la première traduction, bien que pas entière, du manifeste du Parti communiste date donc, le 13 novembre 1904, ça a été publié dans cet hebdomadaire Heiming Shimbun, le journal du peuple ou le journal plébéien, qui a été fondé par Sakai Toshihiko et Kotoku Shusui. Donc, et ça leur a valu d'ailleurs un emprisonnement pour Sakai Toshihiko ou Kotoku Shusui plus tard. Donc, c'est quelque chose qui est important parce que c'est une matrice. Donc, il y a une matrice dans l'introduction du marxisme au Japon qui est liée à l'expérience d'un mouvement, un mouvement populaire très large qui a été le mouvement pour la liberté et les droits démocratiques, au sein duquel il y a eu une certaine radicalisation. Et ces deux militants sont issus, bien qu'ils étaient très très jeunes à l'époque. Kotoku Shusui avait fondé par exemple le journal des enfants, donc il avait 12 ans. Mais c'est une expérience un peu qu'on pourrait comparer à ce qu'ont été les révolutions aussi en France, les révolutions françaises ou 48, dans le sens où ils ont vécu cette expérience comme une expérience où il y avait des promesses non tenues, et ils ont trouvé un peu la réponse. Ils ont cherché des réponses à ces promesses et ils les ont trouvées, on pourrait dire, dans le socialisme. Et pas seulement le marxisme. Donc c'est une phase où il n'y a pas cette opposition entre socialisme utopique et socialisme marxiste chez ces militants japonais. Il y a un autre nom ici que j'ai mis, Kawakami Hajime, parce que c'est celui qui a introduit vraiment le marxisme dans les sciences économiques à l'université de Kyoto et qui est très connu, mais qui lui est donc plutôt dans l'affiliation de après 14-18. On peut citer aussi des philosophes marxistes importants comme Miki Kiyoshi, Tosaka Jun, et qui sont des... je les cite parce que voilà, ils ont eu un apport en philosophie. Ils ne sont pas forcément uniquement marxistes. Tosaka Jun, par exemple, allie le marxisme à l'existentialisme. Donc, mais ce sont des philosophes importants, et il y a encore des courants marxistes aussi aujourd'hui au Japon, mais qui sont plus liés aussi au postmodernisme. Voilà. Donc, le marxisme d'avant-guerre est caractérisé par une opposition très connue au Japon entre un courant dit Ro-no-ha, qui veut dire donc ouvrier paysan. Koza-ha, c'est la structure, donc Koza-ha, c'est plutôt le marxisme orthodoxe du Parti communiste japonais, dans un débat dans les années, fin des années 20, fin des années 30, qui ont été suscités par les thèses du Comintern sur la question de est-ce qu'il faut une révolution socialiste immédiate ou une révolution par étapes. L'Onoha répondait c'est une révolution immédiate parce que Meiji est une révolution bourgeoise, et Koza-ha défendait la thèse de la révolution en 2 étapes, pour résumer de façon très, très rapide. Alors, le Koza-ha a eu peut-être moins d'incidence après 1945. Le courant Lonoha garde une influence assez importante après 1945 également, dans différentes factions du Parti socialiste japonais qui se dit marxiste pendant très longtemps. Alors, comme elle l'a signalé, je travaille actuellement surtout sur les questions de l'histoire du féminisme au Japon, l'histoire du genre et son actualité,
aussi. J'ai publié aussi un ouvrage sur la première revue féministe japonaise, la revue Seito, qui est sortie dans la collection Archives du féminisme chez Pure en 2014. C'est un ouvrage collectif. Et mon intervention ici aujourd'hui est liée aussi au fait que l'an dernier, il y a eu une présentation de la question des anciennes femmes de réconfort. Je crois qu'il y a une représentante du Conseil coréen des anciennes femmes de réconfort qui est venue. Et c'est sur cette question que j'ai rebondi en me disant j'aimerais bien parler aussi du féminisme au Japon. Puisque cette question des anciennes femmes de réconfort a joué vraiment un rôle central dans les mobilisations féministes du Japon depuis les années 90. C'est une question très, très importante. Et donc j'ai publié également 2 articles en français sur cette question des femmes de réconfort. Donc voilà un petit peu pour situer ma démarche. Et donc, la réflexion, comme je travaillais sur le féminisme, l'histoire, la première vague du féminisme, la deuxième vague, et aussi un petit peu sur la deuxième vague, et beaucoup sur les questions d'actualité, en entrant par la question des femmes, les anciennes femmes de réconfort. Donc, aujourd'hui au Japon, le féminisme est marqué davantage par un discours post-moderniste, les études post-coloniales, mais il y a aussi un courant un peu sourd, marxiste, qui travaille aussi ces différents courants à l'intérieur du féminisme. Donc c'est un petit peu l'occasion pour moi de faire le point. C'est un point de départ aussi d'une réflexion sur le lien entre marxisme et féminisme au Japon. À la fin des années 70, donc en 1979, Heidi Hartmann revenait dans un de ses articles sur les controverses entre féminisme radical et marxisme. Ici, quand le terme féminisme est employé, elle pense surtout au féminisme radical des années 70. Et ces échanges avaient donné lieu, selon elle, à un mariage malheureux entre le féminisme et le marxisme. La théorie féministe, selon l'auteur, était largement aveugle à une analyse historique et matérialiste. Le marxisme, quant à lui, avait certes apporté une vision des lois du développement historique, mais n'en restait pas moins aveugle à l'égard des catégories de genre. Et donc, Heidi Hartmann insistait aussi sur le caractère inégal des relations entre le marxisme et le féminisme, alors que les 2 méthodes d'analyse marxiste et féministe sont nécessaires à la compréhension des sociétés capitalistes et de la position des femmes en leur sein. En fait, le féminisme avait toujours été subordonné au marxisme. Elle se propose donc, dans cet article, d'entreprendre un travail d'élaboration théorique d'un féminisme marxiste et radical, et pour cela fait valoir que ce qu'il est nécessaire d'analyser est la combinaison du patriarcat et du capitalisme. Ce sera un thème qui sera beaucoup repris chez les féministes marxistes ou féministes matérialistes. Son article a stimulé des débats et a influencé un courant du féminisme après les années 70, dont on peut retrouver la représentante en la personne de Christine Delphi sur ce thème patriarcat et capitalisme, par exemple pour la France. Ces travaux, d'ailleurs, sont largement cités par Ueno Chizuko, ici, dont je cite cet ouvrage. Donc, la première publication en 1990, donc un ouvrage intitulé « Patriarcat et capitalisme, l'horizon d'un féminisme marxiste ». Alors, c'est un ouvrage qui a maintenant 25 ans, et Ueno Chizuko s'est éloignée depuis du marxisme et des positions, d'ailleurs, qu'elle développe dans cet ouvrage pour adopter des théories postmodernes dans l'élaboration de son discours. Donc je reviendrai là-dessus après. Dans cet ouvrage que je cite, Ueno Chizuko affirme qu'il n'existe que 3 féminismes, le féminisme socialiste, le féminisme radical et le féminisme marxiste. Donc je reviendrai un petit peu plus loin sur cette définition. Donc je me propose un peu d'examiner le lien entre ces 2 théories émancipatrices, comment elles se sont articulées dans le cas du Japon, concrètement. Et ma démarche est surtout historique. Donc je ne suis pas philosophe, je suis historienne, donc vous m'excuserez, puisque je sais que c'est un séminaire de philosophie, donc vous aurez beaucoup plus un exposé historique que philosophique. Et ce à quoi je m'intéresse, c'est de situer les mouvements féministes, les liens théoriques entre les différents courants et leurs discours respectifs. Donc c'est une sorte c'est dans le cadre d'une sorte d'histoire intellectuelle du féminisme et des spécificités de la théorisation féministe au Japon que
j'adopte et dans laquelle j'inclus aussi un peu une démarche sociologique pour comprendre la place et le rôle des courants féministes aujourd'hui. Alors, par rapport à la définition qu'elle propose dans cet ouvrage, ma définition est différente. D'ailleurs, la sienne a évolué aussi, comme j'ai indiqué. Bien sûr, pour moi, sur le plan historique, j'inclus le féminisme qualifié soit de libéral, de démocrate ou de bourgeois, selon les périodes ou les circonstances, dans le courant féministe. D'abord parce que la naissance du féminisme est indépendante du marxisme et contrairement à ce qu'affirme Ueno Tisuko dans cet ouvrage, il ne se limite pas à être une antithèse ou à une révision du marxisme. Elle avait en vue vraiment uniquement que le féminisme des années 70, elle est sociologue, elle n'est pas historienne, donc ça explique un petit peu cette démarche. Donc par rapport à la naissance du féminisme, d'abord elle naît dans le cadre des révolutions française et anglaise qui voit surgir l'affirmation de l'égalité des sexes avec des théoriciennes très connues. Et quant au néologisme de féminisme, comme l'historienne Karen Offen le rappelle, il a été attribué à tort à Charles Fourier, alors que les termes de féminisme et de féministe avaient été introduits par Hubertine Auclair dans La Citoyenne pour parler de l'émancipation des femmes ou des droits des femmes. Il est repris dans le premier congrès international des droits des femmes à Paris en 1889 et connaît une extension à partir de cette époque. Le terme se répand d'abord dans des pays francophones, puis sa première occurrence en anglais, féministe, est attestée dans le Daily News londonien du 12 octobre 1894. Et avec les suffragettes, l'Angleterre devient le centre de gravité du mouvement pour l'égalité des droits. Et à partir de cette décennie, l'expression mouvement féministe va faire concurrence au terme de mouvement féminin. Donc cette... excusez-moi. Voilà. Donc cette opposition entre mouvement féministe et mouvement des femmes perdure en passant par les polémiques de la deuxième et troisième internationale qui rejettent les qualifications de féministes parce que marquées par des fondements bourgeois de revendication de droits. Et donc les mouvements féministes sont qualifiés de trop bourgeois au 19e, au début du 20e, puis dans les années 70, ils sont rejetés cette fois parce que trop radicaux ou trop ennemis des hommes. Les liens historiques entre féminisme et socialisme sont nombreux. On pense 1830, 1848 et bien sûr... mais le féminisme socialiste qu'Ueno Tisuko a cité comme premier exemple de féminisme n'est pas né au sein du courant socialiste, il représente plutôt une réponse socialiste au courant féministe qui l'ont procédé. C'est un point qui peut être discuté puisqu'on trouve des éléments féministes ou au contraire même antiféministes chez les premiers socialistes. Mais dans le cas du Japon précisément, ces courants socialistes sont étudiés donc les courants socialistes européens sont étudiés après l'apparition des premières revendications pour l'égalité des droits entre hommes et femmes durant la décennie 1874-84. Il y a donc un peu une distorsion historique dans l'ouvrage d'Ueno à ce sujet. C'est donc bien au Japon également, dans le cadre d'un mouvement démocratique, qu'apparaissent les premières revendications d'égalité politique entre hommes et femmes. Donc il y a cet ouvrage de Ueki Emori, qui est un militant qui a joué un rôle très important dans ce mouvement et qui publie donc Danjodo Kanitsukite no Koto. Il s'inspire de la traduction d'ouvrages comme celui de John Stuart Mill sur l'assujettissement des femmes. Et il y aura d'ailleurs une réaction très importante contre ces revendications. Ici, c'est la couverture d'un ouvrage dont le titre... Alors, il y a des titres donc, de la différence des droits entre hommes et femmes. À partir de 85, il y a des ouvrages pour contredire l'idée qu'il puisse y avoir une égalité des droits entre les femmes et les hommes. Et ici, donc, ça, c'est un ouvrage où on a... Alors, je ne sais pas si... Oui. Alors, ici, c'est marqué l'ikutsu, c'est raisonneuse. Voilà, cette femme est raisonneuse. Et Ganko, et cet homme est un peu dur de tête, quoi, obstiné. Voilà. Et c'est contre
contre les droits des femmes. Et c'est donc 1880, donc dans le sillage de ce mouvement démocratique, il y a une mobilisation de certaines figures féminines au sein de ce mouvement qu'on appelle Jiuminkan Undo, en particulier à partir de 1882. Vous avez ici une estampe à droite, donc qui représente une femme qui tient un discours. C'est le premier discours politique tenu par une femme, le 1er avril 1882. Le journal rapporte l'événement, puisque c'est assez historique, et il rapporte que, de plus, son discours est longuement applaudi. Elle écrit aussi en 1883 un appel à mes sœurs, dans lequel qu'elle commence par « Parmi les mœurs condamnables, le pire est l'habitude de respecter l'homme et de mépriser la femme. Au début, la femme avait des droits égaux aux hommes, mais les hommes ont recouru à la violence et par leurs méthodes barbares ont opprimé de façon constante les femmes. Toutes les théories qui tentent de le justifier sont fallacieuses. » Voilà. Donc, je ne vais pas m'étendre sur Kishida Toshiko, qui est un parcours assez atypique. Elle a été préceptrice pendant 2 ans du prince impérial, mais elle s'ennuyait, donc elle a quitté la maison impériale pour s'engager dans ce mouvement. Son discours le plus connu est un discours qui s'appelle Hakoi ni Musume, la jeune fille enfermée dans une boîte, une expression qui signifie dans la région du Kansai, près de Kyoto, les jeunes filles bien élevées en vue d'un bon mariage. Elle est immédiatement arrêtée, jetée en prison, mise à l'amende, et on connaît son discours par le procès qui a reproduit le texte selon le récit de certains auditeurs. Donc ce discours, c'est un discours qui revendiquait l'accès à l'éducation, l'égalité des droits politiques, qui sont donc ces revendications qu'on dit typiques de ce qu'on appelait le mouvement de la première vague. Alors, donc un autre exemple aussi ici, c'est la photo à droite avec Ueki Emoli, un ouvrage qu'il a publié, Les femmes d'Orient, et la moitié du livre est constituée de préfaces écrites par 16 femmes différentes, dont Shimizu Shikin, journaliste et romancière, qui est connue pour la protestation qu'elle va faire par la publication d'un article, l'interdiction faite aux femmes de participer à toute vie politique ou d'appartenir à toute organisation de type politique. Donc, voilà, ici c'est Ueki Emoli et ici Shimizu Shiking. Et elle a écrit aussi une nouvelle très émouvante qui s'appelle La bague cassée. Alors, quelques mots sur les termes japonais, puisque je parle un peu de terminologie. Les différents termes utilisés en japonais ont des traductions surtout sino-japonaises. Et le terme de féminisme l'usage de féminisme date plutôt des années 70, même s'il apparaît dès la décennie 1910. Donc, c'est le premier terme, Joken Kakucho Undo, c'est un mouvement pour l'élargissement des droits des femmes. Ensuite, Fujin Undo. Alors, Fujin Undo, le mouvement des femmes. Fujin Kaiho Undo, le mouvement d'émancipation des femmes. Mais le terme Fujin n'a plus été utilisé après 1945, parce qu'après 1945, Fujin a eu l'image de la femme au foyer. Et le but de l'émancipation de la femme, c'était justement qu'elle ne soit plus enfermée dans le foyer. Et après 1945, on va voir plutôt l'utilisation de josei, qui veut dire femme en général, sans la catégoriser, mariée ou pas mariée. Et on va trouver aussi le terme de onna, mais ça c'est dans les années 70. Donc c'est de la revendication du fait d'être femme qui est plus forte, puisque d'une certaine façon, dans le mouvement dans les années 1910, c'était la femme est aussi un être humain. Et puis, dans les années 70, c'est plutôt, oui, le discours universaliste. Voilà, quand on parle des droits universels de l'homme, il n'y a que l'homme et nous, on est femmes. On est femmes, voilà. C'est cette idée-là. Alors, l'apparition de ces termes correspond bien à ces 3 vagues, 3 défis. Il y a des liens historiques entre ces 3 vagues qui sont souvent ignoré à chaque fois qu'une nouvelle vague apparaît, puisqu'il faut s'affirmer contre ce qui a déjà été fait d'une certaine façon. Donc ça, c'est une tendance. Ueno Chizuko, dans la postface, le reconnaît elle-même. Elle dit qu'il y a un nombre de choses
qui était déjà revendiquée aussi dans le premier mouvement. Et donc, il y a des renouvellements théoriques qui sont assez importants à chacune de ces vagues. Donc, terminologie qui reflète bien ces trois étapes distinctes aussi. Et le féminisme marxiste est plutôt arrangé donc, dans le cadre historique de la seconde vague, puisque c'est vrai que le féminisme socialiste apparaît au moment de la première vague. Et aujourd'hui, on ne trouve pas de courants féministes qui se disent féministes marxistes au Japon, même s'il y a des courants qui reprennent certains thèmes centraux du marxisme. Alors, comment se manifestent ces liens historiques? Il y a l'idée d'abord, c'est que, comme l'explique Ueno Chizuko, c'est que ce lien se fait parce que le marxisme était, alors selon elle, la seule doctrine qui offrait une théorie globale pour expliquer les oppressions de la société industrielle moderne, en offrant une perspective d'émancipation générale pour l'humanité. Alors ce point est très important puisqu'elle le voit comme quelque chose qui explique la société industrielle moderne. Et donc la critique de la modernité va prendre le pas avec les théories postmodernes, qui expliquent aussi son évolution. La centralité de cette théorie repose sur l'antagonisme de deux classes, celle des capitalistes et celle des ouvriers. Et dans ce cadre, le féminisme socialiste subordonnait la question de l'émancipation des femmes à celle de la classe ouvrière. Et Ueno rappelle donc que le courant féministe radical est né en protestation contre ce fait, contre cette subordination, parce que la révolution bourgeoise, comme la révolution socialiste, ou au pluriel, avait trahi les promesses d'émancipation des femmes, niant dans les faits l'importance des rapports de domination de sexe dans leur perspective politique. Et on peut considérer qu'au Japon, il y a vraiment deux filiations au féminisme marxiste. L'un historique, qui est hérité de l'avant-guerre, mais qu'elle ignore dans son ouvrage, mais qu'elle reconnaît tout de même dans sa postface écrite en 2009, avec la figure notamment de Yamakawa Kikué, sur qui je reviendrai un petit peu. Et après 1945, l'historien marxiste Inoue Kiyoshi, du fait de son ouvrage sur l'histoire des femmes, qui va nourrir des générations d'historiennes féministes et marxistes. Donc ça, c'est pour sur le plan historique. Puis sur le plan international, donc il y a une filiation internationale qui est très importante dans les années 70, donc beaucoup plus contemporaine, qui correspond surtout à la découverte des courants marxistes européens. Alors, oui, juste un point, c'est que Inoue Kiyoshi sera aussi en opposition, entrera aussi en débat avec un historien de l'histoire des femmes qui aura d'autres positions que marxistes, mais je reviendrai dessus tout à l'heure. Donc, dans les années 70, l'affiliation est plutôt internationale. Donc, c'est la présentation des courants marxistes européens qui critiquent l'orthodoxie du marxisme de cette époque. Le féminisme au Japon avait été à l'époque le produit conjoint d'une révolte interne au mouvement étudiant, contestataire, et à la découverte aussi du féminisme américain des années 60, lequel était assez peu familier du marxisme. Et donc, après les années 70, il y a une sorte de découverte des courants marxistes critiques européens. Et c'est ce sur quoi Ueno Chizuko, dans son ouvrage, s'appuie beaucoup. Et donc, le féminisme marxiste se présente comme un courant qui va accorder la primauté au féminisme sur le marxisme et se développe donc au Japon dans les années 80. Donc, assez paradoxalement, le féminisme marxiste, né dans le sillage de ces nouvelles critiques, a disparu et a été remplacé donc, par des discours déconstructivistes et théories postmodernes, alors que le courant qui appartient plutôt à la filiation historique, donc plus spécifiquement japonaise, elle se maintient beaucoup plus dans les courants politiques féministes actuels aussi. L'influence d'Inoue Kiyoshi, que je cite ici, est indirect, parce que lui-même n'est pas tellement cité, mais en revanche, son adversaire académique, donc, qui s'appelle Murakami Nobuhiko, est cité pour être contré, notamment chez
Fujime Yuki, une historienne qui a travaillé beaucoup sur l'historiographie de la sexualité, plus particulièrement sur l'histoire de la prostitution. Le travail qui a été fait sur l'histoire de la prostitution a été très stimulé par la question des anciennes femmes de réconfort, justement, puisqu'il y a eu tout un débat sur la nature, est-ce que c'était forcé, pas forcé, et tout un débat entre historiens, notamment des historiens japonais qui se sont mobilisés contre les revendications en expliquant que c'était le système de prostitution publique réglementé par l'État qui existait avant et que ces femmes de réconfort n'étaient que le prolongement de ce système et donc voilà, que c'était anachronique de le critiquer de la façon dont c'était fait, etc. Donc les féministes, elles, en fait, c'était les féministes qui ont beaucoup travaillé sur l'histoire de la prostitution à cette occasion et ils se sont nourris très partiellement de ce travail pour remettre en cause les revendications. Et donc elle a beaucoup travaillé sur aussi l'histoire de la prostitution, mais aussi sur les discours et le rôle des mouvements abolitionnistes au Japon dans l'avant-guerre en particulier. Et donc, un petit retour historique. Donc, je vous ai parlé de Kiyoshi. Donc c'est un historien qui appartenait au Parti communiste japonais et qui aura surtout une influence, donc qui va stimuler des historiennes, donc quelques noms qui vous diront peut-être pas grand-chose, mais il y a eu donc la création de l'association des scientifiques démocratiques et au sein de cette association, un cercle d'études sur les femmes est créé par ces historiennes qui a servi de matrice à une société toujours très active aujourd'hui, Sogo Josei Gakkai, la société des études générales sur l'histoire des femmes. Puis il y a donc la première génération n'a pas de poste dans les universités, la génération suivante partage un peu les mêmes problématiques, mais elles occupent des situations académiques meilleures parce qu'elles arrivent à avoir des postes après 1945 du fait de la démocratisation et de l'accès des femmes à l'université. Et la génération précédente avait été exclue des bancs de l'université. Et la revue Lekshi Hyolon leur accorde aussi un numéro spécial consacré à l'histoire des femmes. Donc cette première génération partage l'idée générale que l'émancipation des femmes est celle des travailleurs et qu'elle se résout donc dans la révolution socialiste. Mais le débat sur l'histoire des femmes prend une autre ampleur après les années 70, en particulier avec l'apparition de ce qu'on appelle le Woman Libu, Women's Lib, transcrit en japonais, et qui critique donc cette conception classiste et moniste et entraîne sinon un changement paradigmatique dans l'immédiat pour l'histoire des femmes, elle provoque des polémiques importantes entre les historiennes qui conduisent donc à séparer la question de l'émancipation des femmes de celle de la réalisation du socialisme. Et donc, il y a des histoires de femmes plus spécifiques qui se développent. Voilà, donc ça c'est la première manifestation du Woman Libu. Donc en 1970, c'était le jour international contre la guerre qu'elles ont choisi, avec des pancartes, donc certains des revendications classiques. Bon, l'avortement a été autorisé depuis 1948 au Japon, donc c'était contre la remise en cause du droit à l'avortement, sur les questions de code de travail, mais il y a aussi des pancartes un peu ironiques. Par exemple, il y en a un qui dit accorder aussi des congés pour règles aux hommes. Donc, le féminisme radical né dans un contexte de contestation de l'orthodoxie marxiste, d'une façon générale, résulte aussi d'une critique interne au mouvement étudiant contestataire de l'époque et à la manifestation que je vous ai montrée. Là, le tract qui appelait à cette manifestation était titré Benjo kara no Kairo, qui veut dire se libérer des chiottes, parce que les garçons, donc les militants de ces groupes d'extrême gauche, disaient je vais aux chiottes pour dire je vais baiser, pour donner l'idée de la dévalorisation quand même de l'acte sexuel et de la femme, quoi. L'image, quand même, c'était... Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes, même quand elles voient le titre, aujourd'hui, ils ne comprennent pas immédiatement ce que ça signifie, quoi. Voilà. C'est pour donner quand même pourquoi ils en avaient ras-le-bol.
Donc, après 73, ça s'organise autour de la question de la double oppression. Il y a encore une fois là une opposition entre les marxistes proches d'Inoue, en particulier Mizuta Tamae, qui est très souvent cité par Ueno Chizuko, et Murakami Nobuhiko, donc l'historien, l'adversaire de Inoue que j'ai cité tout à l'heure, qui insiste, lui, sur l'existence du système patriarcal à l'intérieur de la classe ouvrière. Inoue est critiqué pour son approche trop étroite de l'étude des caractères des dirigeantes du mouvement, des organisations féministes, et pour son déterminisme historique, même par celles qui ne rejoignent pas forcément Murakami. Murakami, d'une certaine façon, se place dans la filiation d'une historienne d'avant-guerre, Takamune Itsue, qui avait mis l'accent sur la filiation matriarcale de l'histoire japonaise dans l'Antiquité, en s'inspirant surtout de l'ouvrage d'Engels sur l'origine de la famille. Je reviendrai un petit peu sur l'influence de cet ouvrage dans l'avant-guerre au Japon. Et il met l'accent sur la vie quotidienne et publie des ouvrages un petit peu dans ce sens. Il y a également les relations internationales entre les femmes asiatiques qui est explorée par Yamazaki Tomoko avec un ouvrage très intéressant, le Sandankan Hachiman Shokan, le bordel numéro 8. C'est un ouvrage qui est basé sur le récit des Japonaises envoyées dans les bordels à l'étranger, et elle a fondé un groupe d'études sur les relations internationales entre les femmes asiatiques avec des bulletins qui sont publiés. Elle écrit également un ouvrage très intéressant sur Yamada Waka, sur l'histoire d'une membre de la revue Seito qui avait été vendue comme prostituée à Seattle. Elle veut surtout décrire la vie des femmes pauvres, mais sans adopter un point de vue de classe. Donc elle s'oppose au contexte, à l'arrière-plan international du marxisme occidental. C'est sa vision, et elle veut ouvrir des perspectives, des thèmes spécifiques à la région asiatique. Donc sa vision est très différente des historiennes dont je parlerai plus tard, qui ont travaillé sur la question des femmes de réconfort, ou au contraire, c'est la critique de l'impérialisme japonais qui est centrale. Donc, durant cette période, donc, malgré ces débats, il faut toutefois noter que c'est le courant marxiste qui reste dominant dans le monde académique de l'histoire des femmes, comme dans les sciences sociales et humaines largement. Mais les critiques se font de plus en plus nombreuses. Alors, ces critiques, c'est surtout que le marxisme n'a pas posé comme centrale l'oppression des femmes, que Marx l'a, même s'il l'a vu, il a ignoré son importance, et surtout dans l'opposition des deux grandes classes sociales, la question de la discrimination envers les femmes n'est pas prise en compte dans cette centralité. L'univers dominant est masculin dans chacune des deux classes, et la question de l'émancipation des femmes reste secondaire. Donc, les critiques qui sont formulées, c'est contre le déterminisme économique. Alors, il y a beaucoup de références au débat sur le rapport entre infrastructure et superstructure. Althusser a une certaine influence à cette époque. Contre la vision moniste de la lutte des classes, je l'ai déjà vu, le dogmatisme est critiqué, et l'européocentrisme aussi, qui va donner plus tard, donc qui va se développer dans les post-colonial studies avec l'apport de marxistes indiens en particulier assez important. Et donc, le but des féministes, c'est redonner une place centrale à la question de l'oppression des femmes, négligée jusque-là. C'est une démarche commune à différents courants, dont le point de départ sont les critiques donc, contre le marxisme orthodoxe, la conception linéaire du développement économique européocentriste, donc c'est un thème qui apparaît dès les années 70, la critique de la modernité occidentale, et présenter un défi au déterminisme. Alors là, c'est un peu petit. Et donc, par rapport à l'orthodoxie, ce qui est considéré comme l'orthodoxie économique, les concepts qui vont être mobilisés, c'est la question du travail domestique et les questions de reproduction. Les rapports de production liés à la division sexuelle du travail, et aussi la marginalisation du travail des femmes sur le marché du travail. Alors le troisième point est toujours présent, parce que j'ai dit qu'il n'y a pas beaucoup de courants marxistes, mais il y en a dans les études économiques, on trouve
quand même des courants inspirés du marxisme, mais le marxisme sert plus d'outil d'analyse que de positionnement politique très clair. Et c'est pour ça que je n'en parle pas tellement, puisque là, ce qui m'intéresse, c'est plutôt les positionnements politiques, philosophiques et politiques autour du marxisme. Le terme de reproduction, ici, quand je parle de question de reproduction, ça regroupe trois phénomènes. La question de la reproduction du mode de production capitaliste dans sa totalité, la question de la reproduction de la force de travail, c'est-à-dire l'idée centrale va être que le travail, qui est un travail impayé des femmes, un travail invisibilisé des femmes, qui permet la reproduction de la force de travail pour la société capitaliste, et la question de la reproduction sexuelle humaine, c'est-à-dire le fait de faire des enfants, et que la reproduction humaine est, pour une très grande part, à la charge des femmes. Et par rapport à la question de l'orthodoxie politique, il sera surtout question de valoriser les luttes politiques dans leur diversité, de mettre en avant des questions de reconnaissance. Donc, ces notions sont revisitées par des théoriciens ou théoriciennes, c'est Marion ou Margaret, je ne sais plus, Manstone, Vogel, Floyd Hansman, par exemple, ce sont donc toutes des marxistes féministes. Donc, là, je vais un petit peu, avant d'examiner un petit peu ces thèmes, de quelle façon ces thèmes seront pris, je voudrais indiquer toutefois que sur la question, sur ce débat, sur la question de la primauté de la lutte des classes ou la lutte des sexes, en réalité, bon, comme je l'ai dit au départ, elle ne date pas uniquement des années 70. Et au Japon, dès les années 1920, cette question concentre l'attention de certains marxistes, notamment Sakai Toshiko, Yamakawa Kikué, qui appartiennent tous deux au courant que j'ai cité en introduction, le Lonoha. Donc je ferai un petit retour en arrière pour cerner ce qu'il y a de nouveau ou pas dans les années 70, puisque, comme je l'ai dit, Ueno Shizuko, qui, dans cet ouvrage en 1990, considère que le marxisme n'a pas tenu compte du travail domestique non payé dans ses analyses, elle reconnaît, elle cite Yamakawa Kikué, qui parlait déjà du travail domestique non payé dans les années 20. Alors, je fais un petit retour historique pour parler alors de Sakai Toshiko, que j'ai cité en premier comme étant un des premiers introducteurs de Marx. C'est aussi le premier à avoir lu, traduit et présenté l'ouvrage d'Engels, L'origine de la famille, de la propriété privée et de l'État, partiellement dès 1907. Et d'ailleurs, cet ouvrage a eu un retentissement très important à la fois sur des courants marxistes, chez des féministes, mais aussi chez les anthropologues au Japon avant-guerre. Il a été utilisé de façon parfois assez curieuse, mais ça c'est une autre affaire. Ça a eu aussi un retentissement important chez Sakai Toshiko, d'ailleurs parce qu'il se consacrait à des articles sur la famille, et la lecture de cet ouvrage le bouleverse dans sa vision, puisqu'il avait une vision un peu utopiste de la famille, et après la lecture de cet ouvrage, il adopte une position beaucoup plus pour l'émancipation des femmes et l'idée que la famille ne pourra pas devenir un lieu idéal sans passer d'abord par l'émancipation des femmes, que c'est un lieu d'oppression et non pas un lieu utopique. D'ailleurs, le titre qu'il propose, enfin qu'il utilise pour l'origine de la famille, c'est l'évolution des rapports entre les sexes, ce qui montre bien que pour lui, c'est vraiment cette question qui est importante. Il traduit d'autres ouvrages également, des thèses sur le gynocentrisme, qui est la traduction d'un sociologue, Frank Ward, suivi d'autres traductions d'autres auteurs comme Engels ou Bebel, ou surtout Carpenter. Donc la traduction de Carpenter, avec Yamakawa Kikué, il traduit un ouvrage, Josei Chushinsetsu Dosei Aite, sur le gynocentrisme et sur l'homosexualité.
un autre ouvrage sur l'histoire de la lutte des sexes, le développement des relations entre hommes et femmes, et aussi, en 1930, Guerre des classes et guerre des sexes, là où il emploie le terme de guerre, ce qui montre l'importance qu'il accorde à cette opposition. Alors, j'ai parlé aussi de Yamakawa Kikué, qui est une polémiste qui va se faire connaître dans un premier temps par son intervention dans un débat sur la prostitution au sein de la revue Seito. Ito Onoe, qui a pris la direction de cette revue, a publié un article dans lequel elle fustige la Ligue de tempérance, qui est donc une ligue abolitionniste, sur ses positions par rapport à la question de la prostituée, en leur reprochant de ne pas se placer du point de vue des prostituées, d'avoir un mépris social et d'être dans une position de bourgeoise, etc. Et dans son argumentation, elle a une argumentation assez faible. Elle reprend l'idée que c'est un besoin impérieux, que la prostitution est inévitable, reprenant en cela un petit peu certaines positions d'anarchistes français dont elle a dû avoir écho par son compagnon à cette époque. Mais Yamakawa Kikué répond donc à cet article en menant une enquête et en tenant un discours beaucoup plus rationnel sur le fait que c'est un système d'exploitation. Elle montre de quelle façon les prostituées, avec le système d'endettement, sont complètement sous le joug et ne sont pas libres et la cruauté de ce système est qu'elles se retrouvent de plus en plus endettées, et argumente sur le fait qu'il faut demander l'abolition de la prostitution réglementée, même si elle partage certaines critiques que Ito Onoe formule à l'égard de la Ligue de tempérance. Voilà. Elle participe aussi à un débat sur la protection de la maternité. Sur le suffrage universel, elle aura des positions critiques, puisqu'elle va considérer que c'est une revendication bourgeoise. Elle ne participera pas directement dans un premier temps, même si elle demande le droit de vote par la suite. C'est aussi, en 1916, elle épouse Hitoshi Yamakawa, qui est donc un des fondateurs, sinon le fondateur central, avec Sakai Toshiko, du premier parti communiste japonais, mais surtout aussi du courant d'Ilo Noha, puisque l'un comme l'autre ne seront pas dans le parti communiste japonais reconstitués après avoir été arrêtés, puisque celui-ci sera clandestin jusqu'en 1945. En 1921, elle fonde aussi la première association, pas la première, mais l'association des Vagues Rouges, Sekirankai, association qui regroupe des militantes socialistes, communistes et anarchistes. Donc les revendications ne sont pas si différentes, mais ce sont surtout les méthodes de lutte et les perspectives politiques générales qui sont différentes, puisqu'elles reprennent dans les revendications égalité des salaires, abolition de la prostitution, droits et protection pour les mères. Cette organisation est dissoute en juin 1923 par la répression. Alors j'ai aussi indiqué qu'elle participe à des polémiques. Anna Bolo-Lanzo, qui est une polémique qui a opposé les bolcheviks et les anarchistes, par l'intermédiaire d'une polémique contre Takamura Itsue à la fin des années 20, qui est restée aussi assez célèbre. Après 1945, donc elle maintient aussi une attitude critique pendant la guerre, c'est un point important, et après 1947, elle adhère au Parti socialiste japonais, et elle occupera le premier poste de chef de bureau pour la jeunesse et les femmes au sein du nouveau ministère du Travail. Et donc, elle encourage, cette fois, la participation des femmes à la vie politique et aux activités citoyennes à partir de ce poste. Donc, ce qu'on peut constater, c'est qu'il y a le féminisme, il faut le parler au pluriel, il y a une historicité des revendications, des diversités aussi des milieux sociaux, des idéologies, des divisions internes, qui
trace aussi les capacités d'alliance. Mais on peut donc dire qu'il y a une unité sur la contestation de la domination du masculin sur le féminin et affirmer surtout que cela doit et peut changer. Et les divisions se font surtout sur la question de la primauté. Qu'est-ce qui est premier, l'opposition de genre ou l'opposition de classe? Et cette opposition, on va les retrouver au Japon de façon plus explicite. Elles existaient même avant 1918, mais ce sera plus explicite après 1918, entre les féminismes qualifiés de bourgeois et féminismes socialistes. Il faut toutefois dire, par exemple, que Yamakawa Kikué, qui critique Seito dans les années 10-20, les traites de bourgeoises, après, elle revient après-guerre sur cette qualification et considère que ce sont des organisations qui ont joué un rôle révolutionnaire. Donc, pour revenir un petit peu à la question du féminisme marxiste par rapport à ces différents courants, l'idée c'est qu'elles sont d'abord féministes avant d'être marxistes, que l'articulation entre les deux courants de pensée se passe autrement, qu'elles ont aussi pour souci de montrer la myopie de Marx et Engels à l'égard de la dimension sociale des relations entre hommes et femmes, mais en même temps, elles puisent leur corpus théorique pour décrire cette opposition, donc réaliser une lecture critique et utiliser différents travaux des chercheurs qui renouvellent les théories marxistes. Et on trouve par exemple largement des références à des anthropologues, par exemple Femmes, greniers et capitaux de Claude Meillassoux en anthropologie et abondamment cité par Ueno Tsuzuko dans son ouvrage. Alors, je vais... Il reste... Oui, c'est bon. Oui, je me suis un peu... Alors, donc, c'est l'idée, je reviens un petit peu sur cette idée de la place de la femme dans la reproduction. Et donc, les féministes marxistes, ou le courant dit féminisme matérialiste, qui voit le jour dans les années 70, en référence au matérialisme historique de Marx, va se distinguer des courants féministes socialistes précédents par la volonté de définir un rapport matériel, social, qui définit donc cette domination. Donc, elles vont mettre en avant surtout le fait que les femmes sont bel et bien définies par un rapport social qui ne dérive pas du rapport capital-travail, qui n'en est ni un effet, ni une périphérie, mais qu'il existe un rapport de production. Donc il y aura beaucoup de débats sur cette question à cette époque. Donc il y aurait un rapport de production à part entière, lequel s'articule autour de la notion du travail domestique impayé. Donc, la thèse centrale, c'est que la domination patriarcale des femmes s'opère par des pratiques matérielles, notamment l'extorsion du travail domestique au sein des foyers, et qu'il y a donc un mode de production patriarcal imbriqué avec le mode de production capitaliste. Et les féministes matérialistes défendent donc contre l'orthodoxie marxiste que l'émancipation des femmes ne constitue pas un front secondaire de lutte au regard de la lutte des classes qui serait le front principal. Pour elles, le patriarcat n'est pas un simple effet du capitalisme qui disparaîtra une fois que celui-ci est aboli. C'est pourquoi patriarcat et capitalisme doivent être combattus simultanément. Et donc le courant féministe matérialiste va procéder à ce qu'il appelle une analyse matérialiste en se distinguant par exemple des courants qu'il qualifie de psychologisants ou culturalistes. Par exemple Juliette Mitchell, à qui il est reproché de réduire le patriarcat à la sphère de la superstructure et à une sphère purement idéologique dans son ouvrage Psychanalyse et féminisme.
Il lui est reproché aussi de nier ou d'ignorer la nature du système social qui est basé sur l'exploitation du travail domestique des femmes, invisibilisé par le patriarcat. On lui reproche aussi, Juliette Mitchell, de donner un caractère inévitable par ses analyses sur le passage de la nature à la culture. Et en même temps, les féministes matérialistes reprochent aussi aux féministes socialistes de combattre les théories naturalistes, essentialistes ou biologisantes avec des bons arguments, mais pour de mauvaises raisons, puisque leur but est d'affirmer la primauté de la lutte des classes sur la lutte des sexes. Et donc, c'est la traduction en anglais des textes des féministes matérialistes, Christine Delphi ou d'autres, dans la revue féministe Issus, qui fait connaître aussi aux féministes japonaises ce courant. Mais comme on sait, en France, il y a une scission qui intervient au sein de ce courant autour de la question de l'importance à donner à l'homosexualité féminine. Monique Wittig part enseigner aux États-Unis et via elle, le féminisme matérialiste a contribué beaucoup à la naissance de ce qu'on a appelé la troisième vague du féminisme et au féminisme postmoderne représenté en particulier dans les théories de Judith Butler. Au Japon, la question du genre a introduite surtout d'abord par John Scott, ensuite par Judith Butler, mais c'est d'abord l'ouvrage de John Scott, La citoyenne paradoxale, qui sera traduit très tard en France, mais au Japon, cet ouvrage est traduit dès 1988, qui devient très vite une référence incontournable pour les études de genre au Japon. Donc il y a, par John Scott par exemple, ou même par Judith Butler, il y a une filiation de la seconde vague à la troisième vague, mais au Japon, la rupture est plus importante parce que dans les courants féministes, le recul du marxisme est probablement plus important. En tout cas, ce sera une question à examiner. C'est aussi peut-être, la rupture est peut-être plus brutale parce que le marxisme a gardé très longtemps une place importante dans les sciences sociales et humaines, en histoire notamment au Japon, et donc la rupture s'est faite de façon plus brutale par le même coup. Alors, les travaux de John Scott partent, surtout du constat des paradoxes des revendications féministes d'un point de vue historique, pour élaborer une théorie du genre. Je l'ai dit, ces théories ont un retentissement très important et très rapidement repris par l'ensemble des historiennes féministes, puis par les féministes d'une façon générale. Et ce succès s'explique aussi parce que John Scott, en fait, change un peu de registre. Elle n'était pas dans le rejet des mouvements féministes, en leur déniant un caractère féministe, comme le fait par exemple Ueno Chizuko dans son ouvrage de 1990, où elle dit que ces mouvements féministes bourgeois ne sont pas des mouvements féministes. Au contraire, John Scott, à mon avis, reprend le débat entre mouvements féministes et les différents mouvements radicaux. Et donc, par exemple, dans la postface, quand Ueno Chizuko reconnaît qu'elle-même, c'était une erreur de ne pas avoir inclus le féminisme libéral dans son analyse et dans sa catégorisation des féminismes, elle persiste un peu dans la mesure où elle présente comme spécifique au féminisme libéral la contradiction entre la question de l'égalité et la différence. Alors que John Scott étudie aussi bien dans son ouvrage le féminisme libéral que le féminisme anarchiste de Madeleine Pelletier ou du rôle de certaines féministes socialistes. Et chez John Scott, il y a cette reprise, ce problème, une volonté de problématiser le féminisme en général et ses contradictions. Enfin, le contexte international, le changement du contexte international, la fin de la guerre froide, le surgissement de la question des anciennes femmes de réconfort, qui va occuper une place assez centrale dans les mobilisations féministes japonaises, vont pousser celles-ci à chercher des réponses dans d'autres courants. Et dans ce contexte, ce qui va jouer aussi un rôle très important dans le cas du féminisme japonais, c'est la critique des figures historiques du féminisme. Donc ces critiques sont réalisées par différentes
féministes. Ici, j'ai mis 3 noms en particulier: Suzuki Yuko, Kano Mikio, Matsui Yayoi. Et ces critiques ensuite seront repris par Ueno Tsuzuko, dont j'ai parlé, dans un ouvrage sur nationalisme et genre, qui est un ouvrage dans lequel elle reprend un peu ses critiques, mais en se distinguant de ses courants. Alors, pour aller un petit peu vite, Suzuki Yuko est une historienne qui a joué un rôle extrêmement important dans cette mobilisation des anciennes femmes de réconfort, puisqu'elle était en contact avec des féministes coréennes, et elles ont travaillé, donc ces féministes, en particulier des étudiantes à elle, nippo-coréennes, sont allées en Corée, et elles ont collaboré pour retrouver ces anciennes femmes de réconfort. Donc dans la première démarche, ça a été quelque chose de très important, puisque il y a eu une déportation des Coréens pendant la guerre, et sur la liste, il n'était pas fait distinction entre hommes et femmes. Et elles ont collaboré ensemble pour retrouver les noms de femmes, pour savoir ce qu'elles étaient devenues et mener des enquêtes auprès de ce qu'elles étaient devenues, puisque la question des femmes de réconfort était déjà connue. Avant Suzuki Yuko, il y avait un ouvrage publié en 1973 par un journaliste japonais avec le titre « Les 80 000 femmes sans voix », dans lequel il relatait, il avait mené une enquête en Corée et il parlait de ce fait. Et donc, il y a cette collaboration sur la base d'une critique de l'impérialisme japonais, du colonialisme japonais. Et Suzuki Yuko travaille la question du féminisme, l'émancipation de la question des femmes, dans le sillage des positions théoriques élaborées par Yamakawa Kikué, dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc, elle reste dans cette perspective féministe marxiste, qu'on pourrait dire plus traditionnelle, mais elle a été vraiment, elle a joué un rôle très important dans cette mobilisation aussi. Kano Mikio est une féministe donc radicale qui a appartenu au Woman Libu des années 70, qui était journaliste et qui découvre un peu par hasard, en étudiant la presse féminine d'avant-guerre, qui découvre des textes de celles qui passaient pour des grandes figures du féminisme historique au Japon, qui appellent à la guerre, qui soutiennent à la guerre. Et donc elle va mener tout un travail de critique sur la collaboration des dirigeantes du féminisme japonais à la guerre. Et elle va aussi mettre en avant le rôle de Takamune Itsue et d'autres, et Ichikawa Fusae surtout. Matsui Yayoi est une journaliste qui joue un rôle très important dans la mobilisation aussi. Elle va créer, donc, dès les années 70, une association des femmes asiatiques qui mène des actions contre le tourisme sexuel des Japonais dans les pays d'Asie du Sud-Est, avec une réflexion donc aussi sur les questions de l'immigration, contre les violences faites aux femmes, le soutien des prisonniers politiques dans les années 1980. Et cette organisation, qui deviendra une organisation de documentation sur les femmes asiatiques, va jouer un rôle moteur à partir de 1998 pour prendre l'initiative de la tenue à Tokyo du tribunal international des femmes pour juger des crimes de guerre de l'armée impériale japonaise. Et le but de ce tribunal est de juger post-mortem les responsables, dont l'empereur Hirohito, de l'esclavage sexuel organisé par l'armée japonaise pendant la guerre d'Asie-Pacifique et représenté par le système des maisons de réconfort. D'ailleurs, Matsui Yayoi représente les plaignantes japonaises lors de ce tribunal d'opinion. Elle avait publié aussi des ouvrages sur le développement touristique de l'Asie et le Japon, l'Asie qui interpelle le Japon, etc. Et donc, elle est décédée en 2002, mais elle a donc
son héritage a permis de créer le Musée des femmes sur la guerre et sur la paix, fondé en 2005 grâce à son héritage, et qui se donne pour mission de faire connaître la vie des revendications des femmes de réconfort victimes de l'armée japonaise, et aussi de faire le lien avec la question des violences faites aux femmes dans les conflits. Et donc, face à ces trois figures, bon, pas les seules, mais c'est surtout face à Suzuki Yuko et Kano Mikio, Ueno Chizuko va prendre une position de distanciation par rapport au marxisme et par rapport au paradigme qui existait jusque-là, et elle va adopter ce qu'elle appelle le linguistic turn en histoire, sur l'idée que l'histoire est une reconstruction incessante du passé et qu'il n'y a que des réalités reconstruites au gré des points de vue, des angles d'attaque, et pas de vérité en histoire. Et elle insiste aussi sur la possibilité qu'offre le linguistic turn à l'histoire des femmes, parce que celle-ci a été étouffée, cachée, et que c'est une manière pour elle de pouvoir mettre en avant une autre histoire. Elle défend donc le coming out des femmes de réconfort et salue l'événement qu'a constitué la conférence par Kim Hak-sun à Tokyo, mais refuse en même temps de lui donner un statut de vérité historique. Et elle souligne d'ailleurs à juste titre que l'existence de ces femmes était bien connue avant. Elle se réfère par exemple aux ouvrages de Senda Kako, mais explique que ce qui a changé, c'est surtout la représentation en victime et en agresseur, en qualification de crime, ce qui juste-là n'était pas considéré du tout comme un crime. Et donc, dans cet ouvrage, Gender and Nationalism, elle, qui a été traduit en anglais d'ailleurs, elle va essayer de rompre les oppositions des courants féministes d'une certaine manière entre celles qui ont collaboré, les figures historiques qui sont critiquées par Suzuki Yuko ou Kano Mikio, en donnant aussi une autre interprétation de leur positionnement. Par exemple en soulignant le fait que seuls les féministes des pays vaincus ont procédé à une histoire autocritique, alors que les féministes des pays vainqueurs ne l'ont pas faite. Ce qui n'est pas tout à fait exact, mais voilà. Et donc elle va introduire la notion de genre comme élément central pour une vision historique nouvelle, mais avec une volonté marquée de rompre avec les oppositions politiques des différents courants féministes jusque-là, et un projet de dépasser la modernité, c'est-à-dire elle adopte la notion d'État-nation qui n'apparaissait pas auparavant. D'ailleurs, dans son ouvrage sur le féminisme marxiste, elle discute essentiellement la question des rapports entre la famille et le marché. Et elle reconnaît assez vite qu'elle a sous-estimé le rôle de l'État. Et là, donc, elle adopte la notion d'État-nation comme une notion qui peut permettre de quitter l'européocentrisme en dépassant le projet de modernisation basé sur les trois pivots que sont le capitalisme économique, la démocratie politique et l'individualisme citoyen. Voilà, elle dit qu'elle veut libérer l'histoire des femmes à la fois de son statut de femme en soi et du Japon en soi. Et elle développe donc l'idée qu'il pourrait y avoir un féminisme sur des bases nouvelles, sur des problématiques nouvelles. En fait, tous ces changements importants des paradigmes, des problématiques qui sont soulevées par le féminisme sont liés à différents contextes. Donc il y a quand même un point qui est important, c'est qu'au niveau des théories féministes, que c'est vrai que quand on voit son ouvrage de 1990, il est très centré sur l'opposition vie privée, vie publique, la famille. Et la famille, donc l'analyse de la reproduction de la force de travail, l'analyse de la famille comme lieu d'oppression de la femme, et du fait qu'à partir des années 70-80, les femmes sont quand même beaucoup plus présentes sur le marché du travail, en tout cas en Europe et aux États-Unis,
les problématiques du féminisme vont se focaliser beaucoup plus davantage sur l'espace public, la question de l'appropriation par les femmes de l'espace public, de la représentativité, et donc aussi des questions de ce qui empêche cette présence, cette appropriation de l'espace public par les femmes, la question par exemple du harcèlement sexuel sur le lieu de travail, les violences faites aux femmes, beaucoup plus que sur les questions autour de la famille. Par rapport à la famille, il s'agit beaucoup plus de parler de partage des tâches, de parentalité, de dépasser en son sein la division sexuelle du travail, plus qu'une remise en cause de la famille comme elle pouvait se présenter dans les années 70 avec l'idée de la famille bourgeoise qu'il faut détruire, etc. Et donc on est dans un contexte assez différent. Par ailleurs, il y a aussi dans la démarche de Ueno Chizuku un changement qui est lié au fait que je pense dans les années... donc elle découvre plutôt le marxisme, le féminisme dans les années 80 et elle est dans une perspective de quelles alliances seraient possibles entre un courant marxiste et un courant féministe, ce qui disparaît complètement de l'horizon après 95, surtout au Japon, puisque après 95, le Parti socialiste disparaît, les courants marxistes, même s'il y a des courants marxistes théoriques, mais les courants marxistes politiquement sont plutôt en voie de disparition, et donc la question qui se pose est beaucoup plus quelle alliance entre féminisme radical et le féminisme libéral à l'échelle internationale qui a un appui large parce qu'il est beaucoup plus clair et compréhensible dans ses revendications que dans les différentes formulations théoriques qui sont présentées, puis aussi parce qu'il y a un appui international à travers les conférences internationales, l'année internationale de la femme, etc. Et donc elle change de perspective. Alors voilà donc pour un aspect du marxisme. Il y a une historienne que je n'ai pas beaucoup citée, que j'ai juste citée une fois, Fujime Yuki, qui, elle, dans son travail sur l'histoire de la sexualité, a une démarche à la fois marxiste et foucaldienne, qui allie le marxisme et disons, le travail historique de Foucault sur l'histoire de la sexualité pour proposer une analyse, mais chez qui la question centrale est toujours la question des classes sociales et elle critique, elle décortique les différents discours à partir de la place à accorder à la question de classe, en estimant que la prostitution, c'est surtout un problème de classe. Donc, voilà. Mais elle ne s'affiche pas nécessairement comme marxiste, même si elle l'est dans les faits, quoi. Mais elle n'affirme pas un courant féministe marxiste, par exemple. Elle utilise le marxisme dans ses analyses, dans ses outils d'analyse. Voilà donc ce que je peux dire sur le marxisme et le féminisme en l'état actuel de mes travaux, et je vous remercie pour votre attention. Les citations de Delphi, c'est parce que c'est passé par l'anglais, et vraiment, maintenant, plus personne ne la cite, voilà, à ma connaissance. C'est dans les années 80, mais le courant féministe anglo-saxon, c'est-à-dire John Scott, Butler, ont vraiment pris le dessus complètement, et il n'y a plus du tout aucune référence à Christine Delphi, par exemple. Je n'en ai pas trouvé, jamais. Enfin, pour des textes ultérieurs, des textes depuis les années 90, je n'ai jamais trouvé. Donc, alors sur la question de l'anthropologie, je ne connais pas assez parce que, bon, c'est vrai que je suis plutôt historienne et bon, je n'ai... là, je parlais plutôt des citations que les féministes font des anthropologues, et elles citent des anthropologues étrangers. Dans ce cas, alors il y a beaucoup d'anthropologie au Japon, mais c'est vrai que l'anthropologie au Japon a été historiquement, à ma connaissance, assez marquée par des questions culturalistes, la place du Japon, le rapport entre le Japon et l'étranger. Enfin, donc, ce que je connais, c'est dans ce domaine. Il y a par exemple Yanagita Kunio, qui est un anthropologiste très connu. Alors, il y a des féministes qui critiquent le nationalisme de Yanagita Kunio, ça, oui. Mais, et il y a aussi des anthropologistes féministes qui travaillent alors plutôt sur des sociétés autres que le Japon.
puisque souvent, elles vont travailler sur des sociétés, soit en Afrique, soit dans d'autres régions d'Asie. Et là, je ne connais pas assez pour... je pense qu'il y a des marxistes, comme il y en a aussi dans les analyses économiques. Ça, il y a aussi beaucoup de courants marxistes dans les analyses économiques. Mais il n'y a pas une perspective politique dans ces textes. Donc ça fait une différence. Là, l'idée, c'était plutôt de voir aussi le féminisme marxiste comme courant politique. Est-ce qu'il existe comme courant politique? À quel moment il a existé? Donc on peut dire qu'il a existé un peu de façon éphémère dans les années 80, début 90, puis après il a été submergé, ou il a disparu, ou voilà. Mais il existe, par exemple, Suzuki Yoko, on peut dire qu'elle est marxiste. Mais elle ne revendique pas un courant marxiste. Elle est plutôt dans cette filiation féminisme socialiste. Donc c'est un peu différent. Je voulais poser une question sur justement la prégnance du marxisme dans les études de sciences humaines et économiques, où ça en est. Et puis la deuxième question, c'est, j'ai entendu vos informations il n'y a pas très longtemps qu'on avait fermé, je sais pas combien, 16 universités de sciences humaines au Japon. Ah oui, oui. Alors, sur le débat actuel, oui, il y a une grande offensive de Abe Shinzo contre les sciences humaines et sociales. Ça, ouais, je connais pas enfin, je peux pas parler. Il y a une mobilisation contre ça, mais enfin, oui, il y a une volonté de limiter. Oui, c'est dans les projets d'Abe. Je ne sais pas si ça va passer ou pas, mais c'est dans des projets, oui. Mais il faut dire qu'il y a beaucoup d'universités au Japon. Hein. C'est pas. Oui, il y a une offensive. Oui, il y a une offensive importante, très importante. Oui. Le marxisme dans les sciences humaines et sociales, il a été très important jusque dans les années 80 et 90 peut-être, au début de 90, mais oui, il y a toujours, mais c'est pas ce qui a le vent en poupe. Il y a une rupture importante. Oui. Alors, le féminisme, je pense qu'en tant que force politique interne, est assez faible, mais sur le plan académique, il a quand même gagné beaucoup de place. Depuis le premier centre d'études sur le genre a été créé en 96. Il y a des cours sur le genre dans beaucoup. Bon, là, j'ai recensé 600 cours, 600 universités où il y a des cours sur le genre. Donc, sur le plan académique, il y a une certaine place. Il y a aussi une certaine reconnaissance sur le plan institutionnel, c'est-à-dire qu'il y a des centres sur l'égalité de genre dans chaque département, mais le contenu, les activités sont assez faibles. Et il y a aussi une forme de neutralisation du terme de genre. Par exemple, donc il y a des lois, il y a une certaine efficacité par l'adoption des lois. Par exemple, la loi de 1985 sur l'égalité des chances à l'embauche, même si bien sûr il est très limité et même décevant, ça crée tout de même, par rapport à ce qu'était le Japon, comment ça se passait, c'est-à-dire que dans les contrats, les femmes signaient un contrat comme quoi elles arrêtaient de travailler quand elles se mariaient ou quand à la première grossesse. Alors il y a toujours une pression pour qu'elles s'arrêtent, une pression sociale et une pression de l'entreprise, mais ces contrats sont illégaux maintenant. Voilà. Il y a des choses de ce type. Et il y a aussi, après la conférence de Pékin, cette loi a été révisée pour être un peu plus efficace, puisqu'elle est très inefficace. Et il y a aussi la loi fondamentale pour l'égalité de genre. Alors, la traduction en anglais, c'est Gender Equality Law, mais en japonais, c'est la loi pour la participation commune des hommes et des femmes. Il y a une allergie au terme égalité, et donc ils n'ont pas voulu l'employer en japonais. Donc il y a une volonté sur le plan international de s'adapter aux normes juridiques internationales. Mais il y a un discours interne et il y a une volonté à l'intérieur de maintenir le statu quo, qui est que le pouvoir économique et politique est très masculin au Japon. C'est une société très, très genrée et le nombre de femmes comme cadre supérieur est très peu élevé. C'est le moins élevé de tous les pays avancés. Au niveau de l'indice des différences de genre, le Japon est en 105e position sur 130 pays, mais enfin il est en queue de peloton juste un peu avant les pays arabo-musulmans. Donc c'est quand même
un pays où ça bouge pas vite du tout. C'est très dur, très, très difficile, parce que les hommes ont le monopole du pouvoir économique et politique. Et là, il y a vraiment une chape de plomb par rapport aux femmes. Donc c'est beaucoup plus dur qu'en France, je pense. Mais il y a, à côté de ça, les discours sont permis. Donc voilà, les discours sont... Il y a des discours, mais la réalité ne suit pas. Pour résumer, hein, c'est... Oui, j'ai peut-être mal compris, mais il me semble que vous avez dit qu'il y avait des mouvements féministes au Japon Oui. qui justifiaient le confort. Qui justifiait quoi? Ah, alors non, oui, j'étais un peu rapide. Effectivement, il y a un débat, il y a des polémiques avec Ueno Chizuko, qui a soutenu ce mouvement au départ, parce que ce mouvement a une histoire. Il commence en 91, et là, c'est vraiment toutes les féministes étaient unies. Et là, c'est vraiment quelque chose qui a été très important dans la mobilisation féministe au Japon. Elles étaient toutes unies derrière les revendications des anciennes femmes de réconfort. C'est même quelque chose qui, je pense, a joué un rôle important dans un peu un renouveau. Hein. C'est ce qui fait partie de la troisième vague du féminisme, à mon avis, au Japon. Et encore, par exemple, en 2012, elles ont entouré le Parlement pour protester contre les propos d'Abe. Enfin, il y a régulièrement quand même des mobilisations, mais il y a des débats internes. Il y a beaucoup de débats internes. Et dans ces débats internes, les tensions sont parfois très très fortes. Et c'est vrai que Ueno Chizuko critique le nationalisme, puisqu'elle a, dans son positionnement post-moderniste, elle est plus critique du nationalisme que dans les post-colonial studies. Et donc, elle dit que le nationalisme qui vient d'un pays impérialiste ou qui vient d'un pays colonisé, le nationalisme est le nationalisme. Et donc, elle critique ce nationalisme. Et ça a soulevé des polémiques assez terribles. Et de fait, ça vient aussi j'ai parlé d'une étudiante de celle qui était à l'origine une nippo-coréenne, qui a joué un rôle très important au départ dans cette collaboration entre les féministes japonaises et les féministes coréennes sur cette question, qui a pris un peu des distances aussi sur ce nationalisme et qui considère qu'il y a un point de vue nationaliste trop fort dans ce mouvement et que ça a bloqué la situation parce que le Conseil des anciennes femmes de réconfort est dans une perspective beaucoup plus nationaliste que féministe. C'est son analyse. Et ça, dire ça soulève des polémiques assez terribles. Voilà. Mais c'est ni dans une justification, ni dans le refus de ces revendications. Mais c'est un débat sur la question de la place qu'occupe cette question. Et ça a provoqué du nationalisme de part et d'autre. C'est-à-dire, en Corée, c'est une question nationale importante. Et au Japon, c'est le nationalisme fasciste, raciste qui se déploie contre... Ça a joué un rôle très important dans la société japonaise, dans la mobilisation de l'extrême droite. Ça continue toujours. Il y a vraiment sur le net, il y a plein de sites où il y a des insultes contre ces femmes, que c'est toutes des prostituées, etc., qui veulent déshonorer le Japon. Enfin, c'est... Et ça montre que cette question a vraiment touché quelque chose de la société japonaise qui est très misogyne. Et donc que des femmes viennent comme ça salir l'image du Japon, c'est insupportable, etc. Donc il y a un lien important, oui, dans ce refus. Alors c'est un débat interne. Voilà, je veux pas accuser